Régime séparatiste, régime communautaire. Donc, on avait vu le Pax, avantages et inconvénients, et maintenant les différents régimes, les contrats de mariage, avec ou sans contrat de mariage. Le régime matrimonial définit la répartition des pouvoirs. J'aime bien transmettre et conserver les pouvoirs, mais ici c'est un partage des pouvoirs, sauf clause contraire, mais surtout la répartition des biens et des dettes entre les époux pendant le mariage, le partage futur du patrimoine en cas de décès et en cas de divorce. Voilà. Alors évidemment, ça peut faire mal. C'est pour ça que dans les contrats de mariage, j'ai des clauses, j'invite à écrire des clauses, voilà ce qui se passe en cas de décès et en cas de divorce. On verra bien sûr plus tard les différentes clauses possibles. En cas de décès, j'ai plutôt envie, si l'objectif est de protéger le conjoint survivant, eh bien c'est de lui éventuellement transférer un patrimoine. Et en cas de divorce, que je conserve le patrimoine. Tout est possible, c'est comme les statuts de société civile, le contrat de mariage offre la même liberté. Et en fonction du contrat ou du régime matrimonial, eh bien, on distingue les biens propres de l'épouse, les biens propres du mari et les biens communs pour le régime communautaire ou les biens indivis pour les régimes séparatistes. On va voir la différence entre une indivision et une communauté. Nous avions vu la dernière fois le régime primaire d'ordre public qui s'impose à tous les époux. On avait vu qu'on pouvait adapter certaines dispositions du régime primaire par des clauses si on passe un contrat de mariage. Et on a le régime légal qui va s'imposer en l'absence de contrat. Sinon, eh bien, on va voir s'il y a un contrat, le régime conventionnel. Et en fait, on dit qu'il y a 5 grands régimes matrimoniaux, ce qui est faux. On va voir pourquoi. Parce que si on passe un contrat, on fait ce qu'on veut. Et je rappelle la règle qui est de dire que tout ce qui n'est pas interdit est susceptible d'être autorisé. Dès qu'une disposition n'est pas d'ordre public, eh bien on peut y aller. Voilà. Et on va voir qu'on peut en mettre des clauses dans un contrat de mariage. Mais c'est une question, et j'ai coutume de dire que le contrat de mariage, je dis souvent, vous connaissez un peu ma provocation, je dis souvent que le contrat de mariage, c'est nul. Je suis marié, j'ai un contrat assez sophistiqué, on va dire ça comme ça, j'en parlerai si on a l'occasion, mais vous voyez bien que si l'objectif du client est de transmettre un patrimoine à ses enfants, c'est une hérésie, c'est une contradiction que de transmettre un patrimoine à son conjoint au premier décès. Pourquoi? Parce que à ce moment-là, les enfants n'hériteront qu'au deuxième décès. Donc on retarde la transmission et on en accroît le coût. J'ai des clients qui me disent « Ah, monsieur Royal, ça y est, je vais me marier et puis comme ça, je vais pouvoir protéger mon conjoint. » Et je dis souvent qu'il n'est pas nécessaire de transmettre un patrimoine pour protéger son conjoint, puisqu'on avait vu que grâce aux techniques sociétaires, le conjoint peut détenir 1% du patrimoine, mais avoir les pouvoirs, les droits financiers. Voilà. Donc, il n'y a pas de nécessité de transmettre un patrimoine pour protéger. Et je dis souvent, le client, souvent, je commence par ses objectifs et la plupart d'entre eux me disent « je veux transmettre et protéger mon conjoint » et je repose la question « dites-moi, entre votre conjoint et les enfants, à qui vous voulez transmettre, qui préférez-vous » Avec le sourire. Bon, parce que... alors, il y a un avantage au mariage que ne présente ni le Pax ni l'union libre, c'est la pension de réversion pour la retraite.
Ouais, ça dépend des situations. Hein. Mais voilà, j'ai eu une personne récemment qui me dit, voilà, je vais me marier, mais voilà, mon épouse a des enfants d'un premier lit, je veux surtout pas leur transmettre un patrimoine. Et ben là, le contrat de mariage, vous êtes quasiment sûr de transmettre un patrimoine au conjoint et donc de favoriser quelque part ses héritiers plus tard et donc défavoriser vos propres enfants. Je dis à moins que vous déshéritiez totalement votre conjoint dans un testament, puisqu'on verra qu'on peut totalement déshériter son conjoint, parce que le conjoint n'est pas un héritier réservataire, donc on peut l'écarter, sauf pour le droit temporaire de 12 mois dans le logement. Bon, ça va ça. Et à ce moment-là, il me dit, ah ben non, parce que psychologiquement, vous vous rendez compte, je meurs, et puis mon épouse elle lit le testament, et puis elle se rend compte que j'ai déshérité, mais c'est insupportable. Je dis, ben oui, c'est insupportable. Donc, psychologiquement, c'est la psychologie qui l'emporte, et donc, donc, il a décidé de ne pas se marier pour ça. Voilà. Mais d'organiser sa protection autrement. Donc, voilà, quand on dit, tiens, mariez, j'entends des spécialistes qui disent, ben, il va falloir que maintenant envisager le mariage pour protéger votre conjoint. Ben, si la personne n'a pas pensé à se marier, c'est pas moi qui vais lui dire, allez, mariez-vous, quoi. Enfin, c'est pas normal, ça, que vous ne soyez pas marié. Vous voyez, j'apporte, voilà, je fais du jugement et c'est pas bon, ça. Je suis pas là pour juger, moi, je suis là pour que les personnes soient contentes et heureuses. Donc voilà les différents régimes. On distingue les régimes d'une part séparatistes, il y a des régimes mixtes également, puisqu'on va voir qu'on peut prendre les uns et les autres, et les régimes communautaires. On va voir que le régime communautaire protège mieux que les régimes séparatistes, protègent mieux le conjoint, donc déshéritent mieux les enfants, toujours. Quand je favorise quelqu'un, c'est forcément au détriment des autres. Donc, quel est l'objectif du client? Donc, les régimes séparatistes, le plus connu, la séparation de biens, et on verra bien souvent que, tiens, vous êtes chef d'entreprise, c'est la séparation de biens. Pour moi, c'est un dogme. C'est n'importe quoi pour moi. Et on verra pourquoi. Le deuxième, c'est la participation aux acquis. Alors, intellectuellement, il est très intéressant, ce régime. Puis en plus, il est compliqué. Donc, je me valorise en proposant une participation aux acquis. Il ne faut jamais, c'est mon régime de base, mais il ne faut jamais proposer une participation aux acquis. Pourquoi? Parce que si on ne prévoit pas tout, c'est sujet à discussion. Pourquoi? Parce que la jurisprudence, il n'y en a pas beaucoup sur ce sujet-là, et donc il y a plein d'interrogations pour lesquelles je n'ai pas de réponse. Et il faut toujours envisager, moi je ne l'envisage pas, mais il faut toujours envisager le cas du divorce. Voilà. C'est là où ça saigne. Et les régimes séparatistes, on peut adjoindre ce qu'on appelle une société d'acquis. Une société d'acquis qui n'est pas une société, mais une masse de biens communs. Donc voilà, on va marier les régimes purs et durs de la séparation avec le régime de la communauté. C'est mon régime préféré, la séparation de biens avec société d'acquis. Pourquoi? Parce que c'est une solution très très souple et qui peut être adaptée à chaque situation. On peut choisir, puisque en général, on se marie tôt, mais plus on se marie tôt, plus les risques de divorce augmentent, quoique bien souvent les risques de divorce augmentent considérablement quand les personnes prennent leur retraite. Prendre la retraite. J'espère que je ne prendrai jamais ma retraite. Retraite, se retirer, enfin bref. Et donc, bien souvent, c'est le chef d'entreprise qui se retire et donc qui va chez lui et qui emmerde sa femme. Pourquoi? Parce que, puis en plus, ça fait 30 ans, 40 ans qu'il ne se voit plus parce que monsieur, chef d'entreprise, est workaholic, il n'arrête pas de travailler. D'ailleurs, bien souvent, on voit des lumières très tard allumées chez le chef d'entreprise, dans son entreprise. Pourquoi? Parce que bien souvent, ce n'est pas parce qu'il travaille, c'est parce qu'il a peur d'une chose, c'est de revenir à la maison et causer avec sa femme. Les enfants sont partis.
Et donc, c'est madame qui demande souvent le divorce et qui réalise une belle opération patrimoniale. Je plaisante, mais ça se passe assez souvent comme ça. Et on a le régime communautaire, la communauté réduite aux acquis qui est le régime légal depuis donc, le 1er février 1966. Ben, c'est le pire des régimes, celui-là. Hein. Pourquoi? Parce que c'est là où bon, ça fait le bonheur, bien sûr, des avocats hein, pour le divorce. Mais ce régime-là, il est un peu incroyable. Est-ce que c'est la volonté des personnes? Que le fait, notamment, que les fruits de biens propres tombent dans la communauté. Les fruits de biens propres tombent dans la communauté. Je prends un exemple. L'entreprise, je verse un dividende, celui-ci, si j'ai créé l'entreprise après le mariage et pendant le mariage, eh bien, les dividendes tombent dans la communauté, alors que je ne distribue pas, je capitalise, ça reste un bien propre. Par exemple. Hein. La communauté de meubles et acquis, qui est l'ancien régime légal, alors là, tous les meubles, y compris l'entreprise, tombent dans la communauté. Même si l'entreprise a été créée avant le mariage, je me souviens, j'étais jeune dans le métier, et puis je m'intéressais déjà au sujet patrimonial, j'avais commencé dans la banque, et j'informe un chef d'entreprise que son entreprise, je suis désolé, mais régime légal, du 1er février, avant le 1er février 66, communauté de meubles ici et acquis, et je l'informe que son entreprise est dans la communauté. Eh bien, j'étais jeune, il m'a donné un coup de pied aux fesses, vraiment, hein, et puis il dit, il faut arrêter de dire n'importe quoi, et en plus je suis en plein divorce. Eh bien, c'est une entreprise cotée. Eh bien, 6 mois après, l'entreprise avait disparu de la cote, tout simplement. Bon, il a fallu vendre, évidemment. Et enfin, la communauté universelle. Alors, on connaît bien la communauté universelle avec clause d'attribution intégrale au dernier vivant. Mais la clause d'attribution intégrale au dernier vivant est ce qu'on appelle un avantage matrimonial. Parce qu'on va voir que en cas de liquidation du régime, décès, divorce, voire certains changements du régime matrimonial, notamment quand on passe du régime de la communauté à un régime séparatiste, la liquidation du régime s'impose. Mais en cas de liquidation par décès ou par divorce, on peut, notamment par décès, le principe c'est que on liquide et c'est le partage, la règle, le principe, c'est le partage des biens communs par moitié. Eh bien, un avantage matrimonial déroge à la règle de partage par moitié et, par exemple, la clause d'attribution intégrale au dernier vivant, qu'on peut mettre dans un autre régime de communauté, hein, qu'on peut mettre dans le régime notamment de la communauté réduite aux acquis, eh bien, va faire en sorte que la totalité, et non pas la moitié, de la communauté passe au conjoint survivant. Alors là, pour le coup, pour la transmission aux enfants, les enfants, ils vont attendre le 2e décès pour hériter. Alors, c'est une bonne idée si vous voulez punir vos enfants. C'est vrai. Enfin, c'est sûr. Donc les régimes séparatistes, séparation de biens, participation aux acquis donnent la priorité aux biens propres. Tous les biens dont on ne peut pas apporter la preuve de propriété, les biens acquis ensemble, suivent les règles de l'indivision. D'ailleurs, là j'ai eu le cas encore une réponse hier à un spécialiste, quand on acquiert un bien en indivision, eh bien, si c'est l'acte d'acquisition qui va indiquer la quote-part de chacun des époux. C'est pareil pour le pacte, c'est l'union libre. Hein. Et si dans l'acte d'acquisition, il y a 50-50, eh bien, à ce moment-là, c'est 50-50. En cas de liquidation du régime, chacun a droit à la moitié. Peut-être que si l'un des époux a financé la totalité du bien acquis 50-50, il pourra éventuellement revendiquer une créance. C'est pas gagné. Hein. Voilà. Et puisqu'il faut apporter la preuve, puis c'est le pouvoir souverain du juge, voilà, c'est assez compliqué, quoi.
Et ceci, voilà, c'est le titre de propriété qui compte, on le verra, jurisprudence constante, valable également pour les régimes de communauté, sans égard à son financement. Quel que soit le financement, c'est l'acte de propriété qui indique la répartition de l'acquisition. Les régimes communautaires donnent la priorité aux biens communs et sont présumés communs tous les biens dont on ne peut pas apporter la preuve de propriété. C'est la règle de la présomption de propriété. Les règles de la communauté l'emportent sur la règle des biens propres. Ça veut dire que si on n'y prend pas garde, alors c'est une question là aussi de philosophie. Vous avez par exemple un couple de commerçants, ils parlent argent tous les jours à plusieurs reprises et ils savent tenir compte d'une comptabilité entre eux. Ah, ça c'est à toi, ça c'est à moi, patata. Moi, si vous me parlez argent tout le temps, vous me gavez, je demande le divorce tout de suite. Voilà, ça me gave, quoi. Voilà. D'ailleurs, mon épouse est pareil que moi, sur ce sujet-là en tout cas. Hein. On n'est pas très ancré sur Terre, on va dire ça comme ça. Mais bon, c'est comme ça. Hein. Donc, des différences essentielles entre une communauté de biens et une indivision, c'est que le partage de l'indivision peut être demandé par un indivisaire à tout moment, alors que le partage d'une communauté, eh bien, il faut l'accord au moins des deux époux. Je ne peux pas dire, je prends les biens, la moitié des biens de la communauté. Et ça veut dire que c'est le divorce, quoi. L'indivisaire peut céder sa part indivise, je ne peux pas céder la moitié de la communauté. On verra qu'on ne peut pas, d'ailleurs on l'a vu en partie quand on a vu les régimes primaires, mais on ne peut pas donner un bien de la communauté sans l'accord express de son conjoint commun en bien. Et l'indivision, contrairement à une communauté, telle qu'on l'a vu tout à l'heure pour la clause de l'attribution intégrale de la communauté au profit du survivant, eh bien ça c'est impossible de le pratiquer dans un régime séparatiste. Dans un régime séparatiste, il n'y a pas de possibilité d'accorder davantage matrimonial, qui, je le rappelle, déroge au principe de partage par moitié des biens de la communauté, donc inapplicable en régime séparatiste. Voici ici une synthèse à gauche des régimes séparatistes, à droite des régimes communautaires. Donc je rappelle, séparation de biens, participation aux acquis. On va voir que le régime de participation aux acquis est complexe. Donc ici, priorité aux biens propres. Sont en indivision, on l'a vu, les biens acquis ensemble et ceux dont on ne peut pas apporter la preuve de propriété. Et l'indivision, le partage de l'indivision peut être demandé à tout moment et l'indivisaire peut en principe céder sa part indivise. Dans les régimes communautaires, les trois régimes communautaires, la communauté réduite aux acquis, la communauté de meubles aux acquis qui n'est plus pratiquée et la communauté universelle, eh bien, priorité aux biens communs, il n'y a aucun bien en indivision, il peut y avoir une indivision entre frères et sœurs, mais pas d'indivision entre les époux, et la communauté n'est partagée qu'à la dissolution du régime, décès, divorce, changement du régime. Et un époux ne peut pas demander de prendre la moitié de la part de la communauté, il faut qu'il passe par le divorce ou le décès de son conjoint. Je plaisante. Donc, ici, là encore, on a vu donc le régime primaire qui s'applique à tous les régimes, les devoirs et les droits des époux. Et ici, donc, les régimes légaux, le régime légal de la communauté réduite aux acquis, l'ancien régime légal de la communauté de meubles et acquis, et il nous reste la communauté universelle, et tout ceci, tous les régimes de communauté dès lors qu'il y a un contrat avec ou sans avantage matrimonial, et les régimes séparatistes, priorité aux biens propres, donc séparation de biens, participation aux acquis, avec ou sans société d'acquis qui suit la société d'acquis, qui suit le régime d'une communauté. Et on va voir que c'est très souple.
Donc, critères de choix, régime séparatiste, priorité ou bien propre. Donc, gérer librement, c'est bien. L'indépendance, protéger l'un des époux de la poursuite des créanciers de l'autre. Et là, je mets un point d'interrogation. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai dans certaines situations, notamment pour le chef d'entreprise, si son risque est illimité. Mais si son risque est limité, comme une SARL par exemple, ou une société par action, pourquoi? Je poserai la question, pourquoi le régime séparatiste? Un régime séparatiste, c'est surtout pour se protéger d'un divorce, ça c'est sûr. Donc pouvoir reprendre ses biens en cas de rupture ou de divorce. Alors moi, quand je me suis remarié, eh bien j'ai voulu, j'avais cherché, vous savez, je cherche, et il y a eu j'avais trouvé une jurisprudence de 1956, ou quelque chose comme ça, qui disait que, tiens, non, est nul le contrat qui propose, par exemple, un régime de communauté eh bien, en cas de décès et un régime séparatiste en cas de divorce. Moi, c'était le meilleur des régimes pour moi. Voilà, je me marie. Bien, si je décède, bon, allez, c'est pour toi. Enfin, moi, la moitié, puisque je ne peux pas faire n'importe quoi parce que j'ai des enfants d'un premier lit. On verra que je ne pouvais pas adopter un régime de communauté universelle avec clause d'attribution intégrale au dernier vivant parce que là, je déshérite mes enfants. C'est que je transfère un patrimoine à mon conjoint. Donc ça, il y a des droits pour les enfants d'un premier lit, qu'on appellera l'action retranchement. Et bon, voilà. Et privilégier ses enfants à son décès, le régime séparatiste, au détriment de son conjoint, puisque, en plus, on verra les droits légaux du conjoint survivant. Ici, je le cite par avance. Lorsque les enfants sont tous issus du même lit, les droits légaux du conjoint survivant sont de soit un quart, à son choix, un quart en pleine propriété ou la totalité du patrimoine en usufruit. Vous savez ce que je pense du démembrement de propriété. Mais sauf si je déshérite mon conjoint. Je peux lui priver, mon conjoint, de ses droits légaux. Ce qui est important, c'est que le client le sache. D'ailleurs, à un moment donné, j'informe de cette possibilité de déshériter son conjoint. Ils étaient tous les deux en face de moi. Ils se regardent et disent, oui, ça correspond à notre philosophie. Ce qui est à toi est à toi, ce qui est à moi est à moi. Donc demain, allez, on appelle le notaire et on prend rendez-vous pour avoir un testament authentique sur ce sujet-là. Et famille recomposée, éviter que les biens partent dans l'autre branche. Évidemment. Pourquoi? Parce que si la situation est la suivante, bien souvent, attendez. Famille recomposée, donc j'y reviendrai. Donc, alors, ma démarche en gestion de patrimoine, c'est toujours la même. C'est quelles sont vos priorités, votre objectif? Et là, j'insiste beaucoup sur ces sujets-là. J'ai toute une liste de questions. Non. Après, le régime matrimonial, ici, ce dont on parle. Et tout de suite après, l'arbre généalogique ou l'arbre de vie, on peut l'appeler différemment. Donc, monsieur, madame, monsieur a des enfants d'un premier lit, c'est un chef d'entreprise, ses deux enfants d'ailleurs travaillent avec lui dans l'entreprise. Madame a un enfant d'un autre lit, et ils peuvent avoir un enfant commun. Vous voyez bien que si je me marie et que j'accorde à mon conjoint des droits légaux et que le chef d'entreprise, on fait et en plus des droits légaux, mais en plus, quelquefois, ils ont fait une donation au dernier vivant. Elle est belle celle-là, tiens. Souvent, il ne le sait pas. Si c'est une volonté, j'ai pas de jugement, mais bien souvent, oui, je vais lui faire ça. Voilà ce qui se passe. Je fais, même sans donation au dernier vivant, ici, madame ne peut pas, quand il y a des enfants de lits différents, on a vu les droits légaux du conjoint survivant lorsque les enfants sont tous issus du même lit, un quart en pleine propriété ou la totalité en usufruit. S'il y a des enfants d'un autre lit, le conjoint survivant ne peut pas choisir la totalité en usufruit. Il peut prendre qu'un quart en pleine propriété, par exemple,
Vous voyez bien que si monsieur décède en premier, le quart en pleine propriété passe ici, et ensuite, quand madame décède, eh bien, ses héritiers sont ses deux enfants. Donc, quand je fais ici, je me marie, et que je ne déshérite pas mon conjoint, ou alors, pire encore, si je fais une donation d'un vivant, eh bien, je déshérite les enfants du premier lit. Et on verra la technique pour à la fois permettre de protéger, de transférer une partie du patrimoine au profit du conjoint, mais en même temps de faire en sorte que on peut très bien après décider que le bien non consommé, quand madame décède, les biens passent ici et ici par exemple. Tout est possible, hein. Tout est imaginable, c'est le jeu de la vie. Donc, peut être intéressant. Donc on verra ces différentes techniques, hein. Et ici, les régimes communautaires, donc priorité au bien commun. Protéger le conjoint, accroître la masse de biens communs, puisque le conjoint survivant, en l'absence d'avantage matrimonial, il prend ses propres, et il prend la moitié de la communauté. Donc on accroît la communauté, et puis si on veut encore le surprotéger, on peut lui accorder un avantage matrimonial qui permet de transférer la quasi-totalité ou la totalité du patrimoine commun au premier décès. On verra, hein, donc les avantages matrimoniaux, on dit qu'il y a 3 avantages matrimoniaux, notamment la clause d'attribution intégrale au dernier vivant, le préciput, le partage inégal, mais on verra qu'il y en a en fait qu'il y en a plein d'autres. Voilà. Et famille recomposée, comme on a vu, hein, eh bien ici, favoriser, déshériter ses propres enfants. Puisque si je transfère un patrimoine à mon nouveau conjoint, forcément, c'est forcément au détriment des enfants du premier lit. Alors, ils ont droit à la réserve héréditaire. On a vu qu'on ne peut pas faire n'importe quoi, parce que si on empiète sur leur réserve, eh bien, ils auront le droit à mon laissé, mais ils ne pourront pas intervenir avant, à mon laissé, eh bien, de recourir à ce qu'on appelle l'action retranchement pour dire « Attendez, vous avez changé de régime, vous m'avez déshérité, vous empiétez sur ma réserve héréditaire, on fait comme si vous n'aviez pas changé de régime et j'exige ma réserve héréditaire. » Donc, méfiance. Vous voyez bien que si j'ai eu des enfants d'un premier lit, je ne peux pas adopter un régime de communauté universelle avec clause d'attribution intégrale au dernier vivant. Et pourtant, j'en vois. Alors, je peux toujours le faire en espérant que les enfants du premier lit ne se manifestent pas à mon décès, voilà, et qu'ils acceptent tranquillement, sereinement, que mon nouveau conjoint, qu'ils n'ont jamais pu sentir, eh bien, recueille la totalité de la succession. Méfiance, hein. Dissolution du mariage, c'est la fin de l'union ou la dissolution du mariage, donc quand il est trop tard pour prendre les bonnes décisions, que les conséquences patrimoniales sont les plus importantes. Et le régime matrimonial, voici les causes qui mettent fin au régime matrimonial, le divorce, la séparation de corps, de biens judiciaires, le jugement déclaratif d'absence, le décès de l'un des époux, bon, ça c'est plus facile, et le changement de régime matrimonial, voilà, ben oui, donc ça met fin au régime matrimonial. Alors je vous ai mis ici la séparation de corps, c'est une procédure qui, sans dissoudre le mariage, les époux ne peuvent pas se remarier, permet à des époux de résider séparément. Elle entraîne la substitution d'un régime matrimonial de séparation de biens au régime communautaire que les époux avaient au moment de la célébration du mariage. Le jugement définitif de séparation de corps, prononcé contre l'un des époux, le prive de sa qualité de successible de son conjoint prédécédé. Séparation de biens judiciaires. À l'initiative du conjoint, le juge peut ordonner la séparation de biens judiciaires lorsqu'un époux étant marié sur un régime de communauté, le désordre des affaires, la mauvaise gestion, l'inconduite d'un des époux met en péril les intérêts de l'autre conjoint. Et le divorce, la séparation, entraîne
Le décès donc entraîne la liquidation du régime matrimonial et, en cas ici, la liquidation de la succession. Donc il y a deux opérations, liquidation, on verra un exemple de liquidation. Donc le décès va entraîner et la liquidation du régime et la liquidation de la succession, alors que le divorce ou la séparation n'entraîne que la liquidation du régime matrimonial. Et voilà, la succession se compose de quoi? On avait vu en début de cours, mais de quoi se compose la succession? Qui dépend du contrat de mariage ou du régime matrimonial, plus exactement. Et la succession se compose des biens propres du défunt, et à défaut de convention, d'avantage matrimonial, de la moitié des biens de la communauté, pour les régimes communautaires, ou de la moitié des biens indivis, dans les régimes séparatistes, après prise en compte des éventuelles récompenses dans le régime de communauté, ou les éventuelles créances, qu'on verra ultérieurement, dans le régime séparatiste. Je rappelle que les récompenses et les créances existent pour tenir compte des transferts de patrimoine qu'il y a pu y avoir au cours du mariage entre les époux. Notamment, en France, on dit que la propriété du sol l'emporte celle du dessus. C'est le propriétaire du sol qui est propriétaire de la maison. Donc, un couple, madame détient le terrain, le couple marié, il construit la résidence principale financée uniquement par monsieur, eh bien c'est madame qui est propriétaire et du terrain et de la résidence, à charge pour elle, si c'est un régime de communauté, de verser une récompense au moment de la liquidation du régime, décès, divorce. Mais on verra que les époux ont tout intérêt, s'ils passent un contrat, donc le contrat chez moi c'est obligatoire, parce que rien que pour préciser les modalités du calcul des créances et des récompenses. Parce que c'est là où les conflits sont lourds de conséquences. Parce que, on a vu récemment, est-ce que pour calcul de la récompense, est-ce qu'on prend en compte la dépense faite ou le profit subsistant? Est-ce que la dépense était-elle utile, dépense faite, ou nécessaire, profit subsistant? Entre utile et nécessaire, le pouvoir souverain du juge, même s'il y a des jurisprudences, vous voyez bien que là, on s'en remet au pouvoir souverain du juge. Et c'est au moment du divorce, ou alors entre les héritiers. Donc vous voyez bien que c'est lourd. Par exemple, dans mon contrat, à titre personnel, voilà, j'ai précisé les modalités du calcul des récompenses ou des créances, puisqu'on peut avoir les deux, puisque j'ai une société d'acquis, je suis marié en régime de participation aux acquis avec une société d'acquis. Donc, j'ai fait le mode de calcul. Mais, voilà. J'ai dit dépenses faites. Parce que si vous prenez le profit subsistant, que le bien a été aliéné, on verra le pataquès du calcul des récompenses et des créances, c'est la valeur du bien qu'il aurait dû avoir s'il avait toujours été présent dans le patrimoine. Vous faites qui, vous faites quoi? Donc, voilà. Donc, problème des récompenses, est-ce que la dépense était utile ou nécessaire? Est-ce qu'on prend en compte la dépense faite ou le profit subsistant? Donc voilà de quoi se compose la succession. Pour moi, je vais me marier essentiellement, je tiens compte de la succession. Je vais tenir compte évidemment du risque de divorce. Donc on a des clauses alternatives. Alors j'ai pas pu, à titre personnel, rédiger un contrat, régime de communauté en cas de décès, régime de séparation en cas de divorce, parce que cette jurisprudence de 1956, peut-être que je me trompe d'année, mais elle disait que non, c'est impossible. Donc mon contrat, c'est vrai qu'il fait un peu plus de 30 pages, et il dit voilà ce qui se passe en cas de décès, et voilà ce qui se passe en cas de divorce. Donc j'ai des clauses alternatives. Je suis généreux. C'était purement intellectuel. Mon épouse, quand je lui demandais un mariage, ça fait pendant 3 ans, elle a refusé de m'épouser. Non, je plaisante. C'est vrai. Donc, voilà. Donc, ce qui est plus important, c'est au moment du décès. On va se protéger en cas de divorce, mais
voilà, le principe, c'est on calcule les créances et les récompenses et on partage, sauf, on a vu avantage matrimonial, les biens communs ou les biens indivis sont divisés par 2. Et voilà de quoi se compose la succession, de quoi mon conjoint survivant va avoir pour vivre tranquillement tout au long de sa vie. Mais vous avez vu que ce n'est pas ma pratique. Chez moi, le plus souvent, le client, il prend le choix plutôt de transmettre, puisqu'il a vu le coût de la transmission, donc de transmettre aux descendants, tout en assurant la protection financière de son conjoint. Voilà le patrimoine du conjoint. Et sur la succession, eh bien, on va avoir les droits du conjoint survivant. On l'a vu, on l'a évoqué, c'est les droits légaux du conjoint survivant. Donc, est-ce que les enfants sont tous issus ou non du même lit? Si les enfants sont tous issus du même lit, il y a les droits légaux, c'est le conjoint a le choix entre un quart en pleine propriété ou la totalité en usufruit. Ou si un des enfants n'est pas issu du même lit, eh bien c'est un quart en pleine propriété. Et on peut encore agrandir la part qui revient au conjoint survivant par une donation entre époux. Le plus souvent qu'on connaît sous la forme, c'est une forme de la donation au dernier vivant, avec ces 3 options imbéciles. Voilà, 3 options imbéciles, parce qu'on les voit tout le temps, et voilà, les actes, c'est toujours les mêmes, avec 3 options imbéciles, que j'appelle. On verra, je donnerai des suggestions pour améliorer la rédaction de cette donation entre époux. Mais laisser à l'époux survivant le choix entre 3 options, je trouve ça n'importe quoi. Voilà. On vaut mieux anticiper, en discuter avec son conjoint. J'ai eu un client hier, et il me dit, voilà, j'ai annoncé déjà à mon conjoint que j'allais lui transférer parce que je vais me marier, et donc là pour l'instant, je viens de passer au mois de juillet, de me paxer au mois de juillet, je vais passer un mariage, et je lui ai annoncé qu'elle aura droit à ta. Je dis, écoutez, c'est comme vous voulez, mais... Donc là, il s'est dit, mince, je lui ai annoncé, comment je vais lui dire que finalement, on peut vivre sans rien posséder. Protéger son conjoint, c'est une hérésie, pas de protéger son conjoint, mais on a vu que de transmettre un patrimoine au conjoint survivant, parce qu'il a droit à la moitié de la communauté, voire la totalité, la donation entre époux, parce qu'on peut lui accorder ce qu'on appelle la quotité disponible spéciale du conjoint survivant, avec les 3 options qui sont la quotité disponible ordinaire, qui dépend du nombre d'enfants, soit un quart en pleine propriété et le reste en usufruit. Et ça peut faire mal. Ou alors la totalité en usufruit. Mais bien, on verra la différence entre la totalité en usufruit d'une donation entre époux et la totalité en usufruit qui résulte des droits légaux du conjoint survivant. Donc voici les 3 options qu'on voit dans les donations au dernier vivant. Et on pourra, bien sûr, en régime de communauté, accorder au conjoint survivant un avantage matrimonial sur les biens communs. Donc l'attribution intégrale, le partage inégal, par exemple, qui peut être les 2/3 des biens communs, ou l'intégralité de l'immobilier des biens communs, c'est un partage inégal aussi, ou un préciput qui est plus intelligent, mais pareil, c'est pas parce que c'est plus intelligent, le préciput, ça porte sur des biens déterminés. Ça peut être la résidence principale, par exemple. On dit, ça c'est bien. Mais rappelez-vous, plus vous transmettez à votre conjoint, plus vous déshéritez vos enfants. Oui, oui. Et s'il y a une donation de la nue propriété, bon, eh bien à ce moment-là, avec réserve d'usufruit, on peut, au moment du démembrement de propriété, après il est trop tard, prévoir une clause de réversion d'usufruit. Il faut que ça figure dans l'acte de donation. Je donne la nue propriété avec réserve d'usufruit, mais
avec réversion d'usufruit au profit du conjoint survivant. Donc, donation entre époux et quotité disponible spéciale. Donc, la donation prend effet au décès du disposant. Le conjoint peut recevoir une quotité disponible spéciale du conjoint. Il y a la quotité disponible ordinaire qui dépend du nombre d'enfants parce que ne pas toucher à la réserve héréditaire des héritiers réservataires. Et la donation entre époux peut prendre 3 formes. Par contrat de mariage, c'est ce que j'ai choisi, et je vous dirai pourquoi. Quand j'ai refait un master en gestion de patrimoine à SAS, et le professeur de droit, professeur Brenner, il me dit, mais attendez, vous vous rendez compte de ce que vous avez fait, M. Storial? Vous avez fait votre donation entre époux dans le contrat de mariage, mais pourquoi vous avez fait ça? Et je lui ai expliqué, il me dit, ah écoutez, après il me dit, M. Royal, je parle de vous, je ne dis pas votre nom, hein, mais je parle de vous tous les jours, hein, parce que vous êtes la seule personne que j'ai rencontrée qui a fait sa donation entre époux dans le contrat de mariage. Ben oui. Pourquoi? Parce que, on verra, pour moi, ma priorité, on a 8 enfants, famille recomposée avec mon épouse. Ma priorité, c'est protéger mon conjoint, parce que les relations ne sont pas toujours harmonieuses, déjà aujourd'hui. Donc, quand sera-t-il à mon décès? Donc, j'ai voulu protéger mon conjoint. On verra que ce que je dis souvent, c'est que quand vous faites une donation au dernier vivant, eh bien, elle a vocation, cette donation au dernier vivant, à ne pas s'appliquer. Dès que le client a fait des donations, eh bien, je dis, bien souvent, votre donation au dernier vivant, elle n'existe plus. On verra pourquoi. Hein. Alors que si vous l'avez accordé dans le contrat de mariage, vous favorisez votre conjoint au détriment des enfants. J'explique tout de suite et puis après, j'en rentrerai plus en détail, mais quand vous accordez la donation entre époux dans le contrat de mariage, quand vous allez faire la réunion fictive des libéralités pour le calcul de la quotité disponible ordinaire et de la réserve héréditaire, eh bien, quand vous l'avez fait, votre donation entre époux dans le contrat de mariage, vous l'avez fait avant les donations, bien souvent, je me marie et j'ai des enfants après. Je peux avoir des enfants un peu avant, certes, mais les donations aux enfants ont lieu le plus souvent après ma donation entre époux. Et si les donations aux enfants ont lieu après ma donation entre époux, eh bien, c'est mon conjoint qui est le premier servi. Elle n'est pas réductible, celle-là, sauf si elle dépasse, bien sûr, la réserve héréditaire, mais elle est sûre de recevoir. Alors que quand vous faites l'inverse, la donation au dernier vivant, que vous faites dans l'acte, hein, notarié ou par testament, eh bien, elle va s'appliquer au moment du décès. Donc, elle vient après les donations antérieures. Donc, les enfants vont manger leurs réserves. Ils peuvent éventuellement, les donations accordées aux enfants peuvent s'imputer sur la quotité disponible ordinaire. Eh bien, c'est ce que le conjoint survivant n'aura pas. J'y reviendrai. Hein. Prévoir les formes de donation en cas de décès seulement pour éviter le divorce, hein, la donation au dernier vivant ou alors tout simplement par testament. Voici les droits, la quotité disponible spéciale du conjoint entre époux en présence de descendants. En présence de descendants, donc ce sont les fameuses 3 options qu'on rencontre dans ces donations au dernier vivant. La quotité disponible ordinaire qui dépend du nombre d'enfants. Donc, si j'ai un enfant, quotité disponible ordinaire, la moitié réserve, la moitié, 1 sur 2, la moitié. Et si j'ai 2 enfants, on part de la quotité disponible, et bien à ce moment-là, 2 tiers, 1 tiers. Et si j'ai 3 enfants et plus, 1 quart de réserve héréditaire. L'option la plus avantageuse pour le conjoint, c'est la seconde, au milieu ici, qui prend 1 quart en pleine propriété, 3 quarts en usufruit. Les enfants, vous voyez qu'ils n'héritent que de la nue propriété. Donc, comme monsieur décède, papa décède, et maman survit, et puis là, les enfants, vous voyez bien qu'ils attendent le 2e décès pour pouvoir être plein propriétaire. Donc, maman, tu meurs quand? Ou alors la totalité en usufruit, c'est pareil, hein, maman, tu meurs quand? Le renard et le corbeau.
le corbeau et le renard. Donc voilà l'option la plus avantageuse pour le conjoint survivant et donc la moins favorable pour les enfants. Et à défaut de descendants en présence d'ascendants, donc la donation entre époux, eh bien c'est la quotité disponible spéciale. Donc il n'y a pas d'enfant, eh bien on verra qu'il y a compétition entre le conjoint survivant et les parents du défunt. Eh bien on a intérêt à les écarter, hein, ceux-là. Parce que pour ça que quand vous rencontrez des clients qui n'ont pas d'enfants, et vous leur apprenez ça, vous savez qui sont les héritiers, ben, bien souvent ils disent non, eh bien c'est votre conjoint, puisque vos deux parents sont vivants, pour la moitié. Et les autres héritiers, ce sont vos parents, un quart chacun. Mais voilà, comme vos parents ne sont pas héritiers réservataires, vous avez tout intérêt à faire une donation entre époux ou un testament qui accorde la totalité, éventuellement, si tel est le souhait, de la succession à votre conjoint survivant. Puis vous verrez, éventuellement, vous ajusterez bien sûr en présence d'enfants. Donc méfiance pour les couples de clients qui n'ont pas d'enfants. Bien souvent, ils ignorent que ce sont les parents qui sont successibles pour la moitié du patrimoine. Donc voici la forme de donation entre époux. Ben voilà, j'aborde le sujet. Est-ce qu'il est préférable de le faire par contrat de mariage ou par donation au dernier vivant ou testament? Je vous ai dit que quand c'est par contrat de mariage, il prend effet au moment du mariage. Donc il arrive avant les libéralités, les donations aux enfants. Alors que si je fais une donation au dernier vivant ou un testament, ils prennent effet au décès. C'est les enfants qui reçoivent et éventuellement le sol, s'il reste quelque chose. Si la quotité disponible n'a pas été empiétée, eh bien à ce moment-là, le conjoint survivant pourra recevoir cette quotité-là. Attention. Donc, voilà, la masse de calcul de la réserve, eh bien, on fait bien existant au décès et on fait la réunion fictive de toutes les libéralités en partant de la plus ancienne pour finir par la plus récente. Et donc, comme la donation au dernier vivant ou le testament s'impute au moment du décès, vous voyez bien que si la quotité disponible ordinaire a été épuisée par les donations antérieures, et ça on ne le saura qu'au moment du décès, le calcul, hein, puisque si monsieur a tout consommé son patrimoine, c'est sûr qu'il ne restera rien pour son conjoint. Et on impute les libéralités sur la réserve ou sur la quotité disponible ordinaire. D'abord, en principe, c'est compliqué, mais toute donation s'impute d'abord sur la réserve, sauf clause contraire. Mais si elle dépasse la réserve, eh bien, elle va s'imputer sur la quotité disponible ordinaire. Et si elle dépasse la réserve, toutes les libéralités sont dites réductibles. Et ce sont les dernières qui sont réductibles en premier. Voilà, on va prendre les dernières libéralités, donc la donation au dernier vivant, le testament, au profit du conjoint survivant, ça entamé, et bien donc, allez, voilà. Ces libéralités-là sont annulées, sont réduites. Donc l'ordre d'imputation ou d'exécution des libéralités. Les libéralités faites à des non successibles s'imputent sur la quotité disponible sans pouvoir l'excéder, et donc ils ne peuvent pas empiéter sur la réserve. Si je donne à des œuvres avec j'ai des enfants, et à ce moment-là, on s'aperçoit que la donation aux œuvres a empiété sur la réserve des héritiers réservataires, eh bien à ce moment-là, bien sûr, on aura une réduction de la libéralité faite aux œuvres, de telle sorte que la réserve héréditaire au profit des enfants, des descendants directs ou des descendants, soit respectée. Lorsque je fais une donation de biens à venir au conjoint survivant, donc si je le fais dans le contrat de mariage, ça va s'imputer après les donations antérieures au mariage. Par contre, si je le fais aux donations au dernier vivant, ça s'impute en concurrence avec les testaments, les legs. Donc, c'est elle qui va être réduite en premier. Et si j'ai fait des libéralités faites à des héritiers réservataires, bien, si je l'ai fait en premier, donc forcément avant la donation au dernier vivant, elles vont d'abord puiser sur la réserve héréditaire, sauf si j'ai décidé par exemple
que la libéralité était hors part ou qu'elle s'imputait sur la quotité disponible ordinaire, auquel cas elles épuisent la quotité disponible ordinaire et le conjoint survivant n'aura plus rien. Voilà, donc voici la réduction des libéralités excessives. Donc je me marie, donc je fais éventuellement ma donation entre époux dans le contrat de mariage, et ensuite je fais des libéralités, le décès arrive, mais si j'ai fait ma donation au dernier vivant, donc forcément, elle va être réduite en premier, puisque on réduit d'abord par ordre d'ancienneté, et on commence par les plus récentes pour finir par les plus anciennes. Et comme j'ai fait ma donation entre époux dans le contrat de mariage, et voilà. Alors, mon professeur de droit disait, mais vous privez en fait de donner à vos enfants. Je dis, bah oui, mais ma priorité c'est mon conjoint. Donc c'est clair. Mon conjoint pourra éventuellement, si elle est généreuse, eh bien, on va voir qu'il y a un dispositif qui pourra renoncer partiellement à ses droits, de telle sorte que le patrimoine soit transmis pour partie aux enfants, à mes enfants. Quotité disponible ordinaire, quotité disponible spéciale, la règle du non-cumul des quotités disponibles. Voilà. On ne peut pas cumuler les deux quotités disponibles. La réserve doit être de toute façon respectée. Donc, on ne peut pas recevoir plus que ce que la loi accorde, et le conjoint survivant ne peut pas recevoir plus que la quotité disponible spéciale du conjoint survivant. On ne va pas dire, tiens, j'accorde la quotité disponible au conjoint survivant, mais il me reste la quotité disponible ordinaire. Non. Voilà. On va épuiser la quotité disponible ordinaire. C'est la règle du cumul partial. Je passe. Et voilà, si mon épouse estime qu'elle a suffisamment de patrimoine et qu'elle veut gratifier, voilà, parce que dans l'acte de mariage, il y a la donation entre époux, elle pourra éventuellement dire, je cantonne l'émolument du conjoint survivant. Le cantonnement de l'émolument du conjoint survivant. Principe. Une succession est indivisible. Et en principe, je ne peux pas accepter partiellement une succession, sauf exception. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il m'arrive souvent de conseiller de faire plein de testaments. Comme ça, là, on peut accepter ou renoncer à un testament, mais on ne peut pas accepter ou renoncer partiellement à une succession. Donc, ça peut être une technique très intelligente que de préconiser des testaments. Je prends ça, je prends ça, je prends pas ça, et donc ça va à mes enfants. Ah, bien ça, hein? J'ai une cliente très contente. Hein? Donc, le cantonnement de l'émolument du conjoint est une exception à l'indivisibilité de l'acceptation ou de la renonciation à la succession. Et donc, le conjoint survivant va pouvoir dire, moi je prends ça, mais j'abandonne éventuellement tel ou tel bien aux héritiers de mon défunt mari. Et c'est très intéressant. Alors, je précise que le cantonnement de l'émolument du conjoint survivant ne peut s'appliquer que dans le cadre d'une donation entre époux. Il ne peut pas s'appliquer sur les droits légaux du conjoint survivant. C'est une différence d'ailleurs entre l'usufruit sur la totalité, les droits légaux du conjoint survivant en présence d'enfants, tous d'un seul lit, et l'usufruit résultant d'une donation entre époux, c'est la même chose apparemment. Ben non, pourquoi? Parce que si ça résulte d'une donation entre époux, le conjoint survivant pourra cantonner son émolument partiellement. Et ça peut être très intéressant, donc c'est une réponse à la situation des familles recomposées qu'on a vu tout à l'heure. Donc, j'avais un client et il me dit, monsieur Rial, je suis très ennuyé. Donc, c'était cette situation-là. Il avait ses deux enfants qui travaillaient dans l'entreprise et
ici, sa nouvelle épouse, qui a l'âge des enfants du premier lit, c'est une artiste méconnue, donc qui n'avait aucun patrimoine, et se dit, mais je suis très ennuyé, je veux protéger mon conjoint, mais j'ai bien compris qu'avec une donation entre époux, bien, je déshérite mes enfants du premier lit. Et je lui ai dit, ah, mais c'est très simple, il ne faut jamais faire ça, hein. Ce que j'ai fait, je vais donner la solution tout de suite. Bon, non, je plaisante. Et je dis, voilà, eh bien, ce que vous allez faire, c'est une donation entre époux, ou une donation, là, on pouvait faire une donation au dernier vivant, pas la peine de le faire dans le contrat de mariage, celle-là, hein, mais, alors, graduel. Voilà. Donc voilà comment, à la fois, respecter, il faut regarder, hein, respecter son souhait ici de protéger le conjoint, mais il ne voulait surtout pas que le patrimoine passe à l'enfant du conjoint survivant. Donc je fais une donation d'un niveau graduel au profit de mon conjoint, à charge de conserver et de transmettre au profit de mes héritiers. Voilà. Alors c'est une technique aussi qui peut être très intéressante, puisque celle du cantonnement de l'émolument du conjoint, ça suppose que la décision est aux mains du conjoint survivant. Alors que ici, une donation au dernier vivant, une donation entre époux graduelle, la charge de conserver et de transmettre, eh bien, c'est moi qui la décide. C'est toute la différence. Bon, le pouvoir. Donc, voici le cantonnement. Hein, Excusez-moi. Oui. Excusez-moi. Dans votre cas de figure-là, l'épouse a la totalité du patrimoine. Non, pas la totalité. Je ne pourrais le faire que dans la limite de la quantité disponible spéciale du conjoint survivant. Hein. Mais si le défunt avait voulu qu'il y ait de façon graduelle un tiers des revenus d'héritage. Attendez, on mélange là. C'est pas les revenus, hein, c'est le patrimoine, hein, ici je vise. D'accord. Mais je peux très bien faire sur l'usufruit. Hein. D'accord. Donc, l'idée, ça on verra dans les techniques de la transmission, hein, on l'a vu d'ailleurs, c'est la libéralité graduelle ou résiduelle. Ici, on va le faire par un testament. On ne va pas lui donner de mon vivant, mais à mon décès, je dis, tiens, la résidence principale ou l'usufruit de voici, en respectant toujours la règle de la réserve héréditaire. Mais vous voyez bien que la réserve héréditaire, elle ne s'exprime si j'accordais à mon conjoint, mon nouveau conjoint, un quart en pleine propriété et 3/4 en usufruit. Ici, ça ne s'exprime que sur la nue propriété. Donc je suis attentif aussi, puisque là, l'âge de mon épouse, c'est celui de mes enfants. Hein. Donc méfiance. Mais vous voyez bien que, alors, je reprécise et je vais après réécouter votre question, mais je transmets un patrimoine à mon conjoint, à charge pour ce conjoint, à son propre décès, de transmettre ce patrimoine-là à mes propres héritiers. Donc j'ai respecté les droits des enfants, à la fois, mais attention, ils ne recevront qu'au décès du conjoint survivant. Hein. Donc, il veut dire que si je le même âge, il risque de mourir pratiquement avant elle. Eh oui. Alors après, il faut regarder. C'est pour ça que je dis que de transmettre un patrimoine au conjoint, c'est nul. C'est mon côté provocateur. Hein. Mais c'est nul. Il vaut mieux avoir une société civile ou une SAS, peu importe, où mon conjoint détient 1% du capital et qu'elle puisse éventuellement, après c'est ce que le client veut, je vais adapter les statuts à ce qu'il veut, de telle sorte que s'il veut que ce soit elle, son conjoint, qui dirige la société, donc qui gère le patrimoine, et puis on peut aménager également l'importance des dividendes qui reviennent aux associés. C'est une question de rédaction après. Hein. C'est pour ça que je dis,
Voilà, je dis, mais la préoccupation le plus souvent exprimée par mes clients, c'est la transmission. Donc, si vous ne transmettez pas à vos enfants, c'est forcément accroître le coût de la transmission. Et tout ceci, soi-disant, pour protéger le conjoint. Il n'y a pas nécessité de transférer un patrimoine pour protéger. D'ailleurs, vous savez ma pratique, hein, moi je donne 80, je dis aux clients, on peut donner 99, après, c'est une question de philosophie. Je vais vous donner 99% du patrimoine à vos enfants. Quand c'est petit, c'est mignon, hein, c'est ma pratique. Voilà. Et si jamais ça se passe mal, parce que ils peuvent se révéler être des hyènes, bien je sais comment protéger contre les hyènes. Ils sont propriétaires de parts ou d'actions, mais ils n'ont aucun pouvoir, aucun dividende. Enfin voilà quoi. C'est seulement s'ils seront gentils avec mon conjoint survivant. Et que c'est mon conjoint survivant qui décidera éventuellement, si c'est la priorité, c'est mon conjoint, hein, eh bien à ce moment-là. Mais vous voyez que, voilà, la fiscalité de la transmission, chez moi, on en parle même, c'est toujours une préoccupation quand on s'y prend tardivement, hein, mais si on s'y prend bien, ben voilà, quand on la minimise. Je suis clair? Oui. Oui. Donc voilà, le cantonnement ne peut pas s'appliquer lorsqu'il s'agit des droits légaux du conjoint survivant. Donc voilà la fiscalité du cantonnement qui est très intéressante. C'est comme les libéralités résiduelles ou graduelles. C'est que le patrimoine passe aux enfants du disposant, du défunt, non pas avec la fiscalité du conjoint survivant vers les enfants du premier lit, mais les enfants sont réputés recevoir directement le patrimoine du défunt. Et donc, on a une application de la fiscalité en ligne directe et non pas entre étrangers, puisque vous avez vu que mes enfants n'ont aucun lien. Hein? Ce n'est pas la mère de mes enfants. Donc, si mon conjoint avait reçu un patrimoine et que ce patrimoine, elle cantonne son émolument et donc elle abandonne une partie de ses droits au profit des héritiers de son défunt mari, vous voyez bien que ce sont des étrangers. Normalement, il devrait y avoir une taxation de 60%. Eh bien non. Ici, comme pour les libéralités résiduelles ou graduelles, eh bien, ce sont mes enfants qui sont réputés recevoir directement le patrimoine du défunt. Et donc une taxation en ligne directe. La fiscalité est la même que celle des libéralités résiduelles ou graduelles, mais la grande différence, je l'ai souligné, c'est que le cantonnement de l'émolument du conjoint, eh bien, la décision relève du conjoint survivant, alors qu'une libéralité résiduelle ou graduelle, c'est moi qui la décide. C'est différent. Voilà l'exemple qu'on vient de voir hein, sur les paperboards. Voilà comment couper avec les enfants du conjoint survivant de telle sorte que je respecte les droits de mes enfants. Mais ici, c'est la décision est aux mains du conjoint survivant. Et si c'est moi qui veux décider, je fais une libéralité graduelle, pas résiduelle, graduelle, l'obligation de conserver et de transmettre au profit de mes héritiers. Donc la donation entre époux graduelle est une excellente solution qui va sécuriser, qui va répondre à un grand nombre d'objectifs de vos clients. Alors moi je vais plus loin, hein, j'explique que ce n'est pas la peine de transmettre pour protéger. Donc libéralité graduelle, je transfère un patrimoine à mon conjoint avec l'obligation, toujours dans la limite de la quotité disponible spéciale du conjoint survivant, hein, je ne peux pas empiéter sur la réserve, avec l'obligation de conserver puis de transmettre à mes héritiers. Alors qu'une libéralité, une donation au dernier vivant résiduelle permettrait au conjoint survivant de tout consommer. Autre droit du conjoint survivant, la jouissance temporaire et gratuite du logement. On a vu que
cette protection ne s'applique pas lorsque la résidence est détenue par une société civile, mais protection de 12 mois, vous voyez la protection du conjoint. Donc vous voyez bien que quand on dit qu'un contrat de mariage protège mieux qu'un Pacs ou qu'une union libre, j'en suis pas persuadé du tout. Voilà. Droit viager d'habitation et d'usage du mobilier, qu'on peut priver d'ailleurs. L'attribution préférentielle du logement, voire de l'entreprise s'il y travaillait. Oui, pourquoi pas, mais vous voyez bien que c'est léger tout ça. Hein. Et la pension alimentaire en cas de besoin. Voilà. On va terminer ici pour ce soir. Avez-vous des questions ?